Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, avec la section cours réseau, on va étudier l'entête IPv4. Je sais que beaucoup de gens ont peur en quelque sorte de détailler l'entête IPv4 parce qu'il y a beaucoup de notions à digérer avec IPv4, mais avec cette vidéo, je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez de façon très simple comprendre la structure de l'entête IPv4. Pour ne pas tarder, on va essayer de voir le format de l'entête IPv4. Comme vous le voyez ici, l'entête IPv4 est composée de plusieurs champs. Les champs sont au nombre de 14. Mais ici, on les a représentés en ligne. Et puis, chaque ligne est égale, comme je l'ai présenté ici, allons sur la page suivante de la présentation. J'ai écrit chaque ligne est égale à 32 bits. 32 bits, cela veut dire 32 bits c'est égal à 8 octets. Non, à 4 octets du moins. Parce que chaque octet est représenté par 8 bits. Donc si on prend 32, on divise ça par 8 bits. Donc chaque ligne ici est représentée par 4 octets. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième ligne, la plupart du temps c'est là où on arrête. Donc la taille minimale de l'entête IPv4 est égale à 20 octets. Parce que chaque ligne est représentée par 4 octets. Si on multiplie 4 octets par 5, on a 20 octets. Donc c'est la raison pour laquelle les gens sont parvenus à structurer l'entête IPv4 pour que ça vous puissiez mieux le comprendre comme ça. Maintenant, les champs, comme vous le voyez ici, sont au nombre de 14. On va essayer rapidement, je vais essayer de vous détailler un par un les champs pour que vous puissiez comprendre la définition de chaque champ. Premier champ, c'est le champ qu'on appelle version, comme je l'ai écrit ici. C'est le champ qui indique la version IP. Par exemple, pour cette vidéo, on se focalise sur la version IPv4, mais la majeure partie d'entre vous savent qu'on a une autre version que beaucoup de gens sont en train d'utiliser pour l'instant, qu'on appelle la version IPv6. Mais pour cette vidéo, je vais me focaliser sur la version IPv4. Donc, après la version, on a ce qu'on appelle IHL, ça signifie Internet Header Length. Tout ça là, j'ai décidé de le mettre en anglais parce que la plupart du temps, quand vous aurez à entrer dans le fond de IPv4 ou bien faire de la pratique avec IPv4, toutes ces notions-là sont en anglais. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas décidé de traduire ça en français. Donc, Internet Header Length, comme je l'ai écrit ici, ce champ de 4 bits nous indique la longueur de l'entête IP par multiple de 32 bits. Donc, ce que ça signifie, quand on dit multiple de 32 bits c'est égal à 4 octets. Donc, le header length, cela veut dire c'est la longueur de l'entête IP. Mais la longueur sera définie par un multiple de 32 bits, bien un multiple de 4 octets. Donc ici, si on retourne ici, on va voir que puisqu'on a ici majeure partie des cas, ou bien 99% des cas, on a 5 lignes. Chaque ligne est représentée par 4 octets. Donc la plupart du temps, le header length, ou bien la longueur de l'entête, c'est la plupart du temps c'est égal à 5. Donc c'est la raison pour laquelle quand on retourne ici, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit la longueur minimale d'une entête IP, du moins, est de 20 octets, donc avec des multiples de 32 bits, donc on voit que la valeur est de 5, comme vous le voyez ici. Maintenant, on vient sur ce qu'on appelle Type of Service. Ça c'est très simple, comme je l'ai écrit ici. Ceci est utilisé pour ce qu'on appelle Quality of Service en anglais, ou bien la qualité de service. Ça permet de donner une priorité sur certaines données. Par exemple, les données
dans un réseau les données de voix ou bien les données qui sont utilisées par les gens qui utilisent la voie IP, ces données sont tellement sensibles, la plupart du temps on les donne beaucoup plus de priorité en utilisant ce qu'on appelle le type of service. Donc c'est ça son utilité avec l'entête IP v4. Maintenant on a ce qu'on appelle total length. Total length, comme je l'ai écrit ici, ce champ est sur 16 bits et puis ça indique la taille entière du paquet en octet. Donc ça, la taille ici est définie en octet et puis la taille minimale d'un paquet c'est de 20 octets. Cela veut dire s'il n'y a pas de données au niveau du paquet, s'il y a seulement l'entête, on sait que l'entête, sa taille minimale c'est de 20 octets, donc on déduit que la taille minimale d'un paquet est de 20 octets. Tandis que la taille maximale est de 65 535 octets, parce que la raison pour laquelle le champ est codé sur 16 bits. Et puis ici, vous allez faire 2 à la puissance 16. Si vous faites 2 à la puissance 16, c'est ça qui vous donne 65 535 octets. Donc c'est la valeur la plus élevée que vous pouvez créer avec 16 bits. Donc c'est ça que j'ai déduit ici. Donc on vient ici pour le champ qu'on appelle identification. Le champ identification est codé sur 16 bits et puis ça permet de reconstituer les fragments. La raison pour laquelle j'ai dit fragments, si on retourne ici sur la longueur du paquet, comme je l'ai dit, la longueur d'un paquet IP peut aller jusqu'à 65 535 octets. Mais si vous vous rappelez la vidéo passée là, je vous ai expliqué la longueur par exemple d'une trame internet. Cette longueur est égale à 1518 octets. Donc ici, si on a un paquet de 65 535 octets et puis on sait que le paquet IP, comme je l'ai vu ici, j'ai écrit en calculation, le paquet IP ou bien l'entête IP est encapsulé au niveau de l'entête internet. Et puis cette trame ne peut pas contenir 1518. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps les paquets IP sont en quelque sorte fragmentés ou bien sont mis en morceaux pour qu'on puisse l'encapsuler au niveau de l'entête internet. On retourne ici sur le champ d'identification. J'ai écrit ici, c'est codé sur 16 bits et puis ça permet de reconstituer les fragments. Donc l'identification, par exemple, si on a un paquet qui est composé de 65 000, environ 65 000 octets, on aura à découper ça en plusieurs morceaux. Mais tous ces morceaux-là auront une même identification. Donc c'est la raison pour laquelle l'identification est utilisée. Je pense que vous m'avez compris. Maintenant, on a ce qu'on appelle flag. Flag ici, c'est codé sur 3 bits. Et puis c'est très important, il faut bien prêter attention avec ce que je vais vous expliquer. Ces 3 bits sont utilisés pour la fragmentation. Le premier bit est toujours mis à 0. Le premier bit du flag est toujours mis à 0. Tandis que le deuxième bit est appelé ce qu'on appelle DF. Je l'ai expliqué ici, puisqu'on sait que la valeur d'un bit c'est soit 0 ou bien 1. Si la valeur est de 0, ça signifie que la fragmentation est obligatoire. Tandis que si la valeur est 1, on n'a pas de fragmentation. Tandis que pour le troisième bit, qu'on appelle more fragment, ça signifie que s'il y a des fragments additionnels, ou bien si la fragmentation n'est pas terminée, on peut le connaître à partir de ce troisième bit. Et puis la valeur de ce troisième bit, si la valeur est de 0, cela veut dire que ça signifie que le fragment qui vient, s'il a une valeur de 0, cela veut dire que c'est le dernier fragment. Si la valeur est 1, cela veut dire qu'il y a d'autres fragments qui vont venir ou bien qui sont en cours de route. Donc comme je l'ai expliqué ici. Donc je pense que vous avez compris ça. Donc maintenant on vient sur ce qu'on appelle fragment offset. Comme je l'ai écrit ici, ce champ est codé sur
13 bits et puis ça spécifie la position du fragment dans le paquet IP fragmenté d'origine. Voilà. Donc pour mieux comprendre ça, ça signifie la position du fragment. Parce que la fragmentation, il doit y avoir une position pour que les données ne seront pas mélangées lorsqu'ils arrivent à la destination. Donc la fragment offset, c'est ça son rôle. Ça permet en quelque sorte de mieux classer par exemple les fragments dans un ordre très précis pour que ça ne soit pas mélangé lorsque les données arrivent à la destination de la machine concernée. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle time to leave, ou bien en anglais, ça signifie TTL, c'est abrégé en TTL. Donc, comme je l'ai écrit ici, chaque fois qu'un paquet IP passe par un routeur, le champ de durée de vie est décrémenté de 1. Donc, on décrémente de 1. Une fois que, la plupart du temps, le champ, ça commence par 128 ou bien par 255. Donc, si on décrémente de 1, une fois que cette valeur arrive à 0, le routeur qui voit que le TTL ou bien le time to leave est égal à 0, il va abandonner le paquet. Ça, c'est une mesure qui est utilisée pour, en quelque sorte, éviter ce qu'on appelle une boucle au niveau du réseau. Pour éviter que le paquet tourne au rond au niveau du réseau. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle le time to leave est utilisé. Donc, on vient ici sur le 12e champ qu'on appelle protocole. Ce champ est codé sur 8 bits et puis ça nous indique quel protocole est encapsulé. Il y a plusieurs protocoles qui sont encapsulés. On a le protocole TCP qui peut être encapsulé, le protocole IDP qui peut être encapsulé, le protocole OSPF, par exemple, qui est un protocole d'outage, peut être encapsulé, le protocole EIGRP peut être encapsulé. Il y a beaucoup de protocoles, je vous laisse à vous-même faire les recherches, comme je l'ai écrit ici. Par exemple, si c'est le protocole TCP qui est encapsulé, on a la valeur qui est égale à 6, tandis que si c'est le protocole IDP qui est encapsulé, on a la valeur qui est égale à 17. Donc ça, il faut bien le noter comme ça. Donc pour le 13e champ, on a ce qu'on appelle le header checksum. Ce champ est codé sur 16 bits et utilisé pour vérifier s'il y a des erreurs dans l'entête. Donc ça permet de vérifier les erreurs. Par exemple, si les données arrivent à la destination, la machine va utiliser ce qu'on appelle ce header checksum pour vérifier si les données ne sont pas corrompues. Donc, et puis pour le champ source adresse, ça c'est l'adresse source, ça il n'y a rien à expliquer, c'est l'adresse IP source qui est codée sur 32 bits, de même que l'adresse destination c'est codé sur 32 bits comme vous l'avez ici. Donc on a ce qu'on appelle option. Option c'est quelque chose comme son nom l'indique, c'est optionnel. C'est un champ, ce champ comme je l'ai écrit ici n'est pas souvent utilisé parce que c'est facultatif et a une longueur variable. Parce qu'il y a plusieurs options, ça aussi je vous laisse faire vos propres recherches. Et donc, lorsque vous utilisez ce champ, la valeur du champ de la longueur de l'entête va augmenter. Donc ça, il faut bien le prendre en considération. Et puis, enfin, dernièrement, on a ce qu'on appelle le padding. Le padding, ça va de pair avec l'option. Parce que l'option, s'il y a des bits qui ne sont pas... par exemple, si la ligne de l'option n'arrive pas à avoir 32 bits, on aura à utiliser padding. Padding, donc ça signifie le fait d'ajouter des bits de 0 pour que, en quelque sorte, la ligne de l'option soit égale à 32 bits ou bien soit un multiple de 32 bits pour qu'on puisse, en quelque sorte, parce que l'entête, toujours, la longueur doit être un multiple de 32 bits. Ça, je pense que vous le comprenez déjà. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, pour mieux vous montrer tout ça en action, on va essayer d'aller rapidement sur Packet Tracer. J'ai un scénario assez simple, composé de deux routeurs et de deux
de 2 PC, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai déjà fait la configuration. Ils sont sur le même réseau qui est le réseau le 192.168.1.0. À partir de PC0, je vais essayer de lancer un ping avec la ligne de commande. Je vais essayer de lancer un ping. Voilà, je vais lancer un ping à partir de PC0 sur PC1. PC1, son adresse IP c'est le 192.168.1.11. Je vais essayer d'aller sur simulation. Et puis je vais choisir ICMP comme vous le voyez ici. Et puis on va retourner. Je vais taper. Maintenant, le paquet ICMP est là et prêt pour partir. Comme vous le voyez ici, c'est un paquet IP. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le paquet IP. Donc, le paquet IP, quand il arrive ici, on va essayer d'ouvrir. Vous voyez que l'encapsulation que je vous parlais, c'est là. Où, en premier lieu, vous allez avoir l'entête Ethernet qui va en quelque sorte encapsuler l'entête IP. Et puis va suivre les données qui sont les données de ICMP, les données de ping, comme vous le voyez ici. Donc le champ, tous les champs que je vous avais expliqué, vous les voyez ici. On a ce qu'on appelle la version du protocole IP qui est le IPv4. C'est la raison pour laquelle c'est mentionné ici 4. On a ici le type of service. On a la longueur ici, c'est paquet traceur. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir de façon très détaillée, mais retournons ici sur la présentation. J'ai fait une capture d'écran avec mon logiciel qui s'appelle Wireshark. Avec mon ordinateur, j'ai fait une capture avec ça c'est avec le protocole TCP qui est encapsulé avec IP. Ça c'est l'entité IP comme vous le voyez ici. Ça c'est l'adresse IP de ma machine. Ça c'est l'adresse IP d'une machine qui est sur internet. Je pense que c'est l'adresse IP d'une machine de Google comme vous le voyez ici. Et puis ça c'est la version. Ça c'est la longueur par exemple de l'entête. Comme je l'ai dit, je l'ai écrit ici. La longueur minimale c'est toujours égale à 20 octets ou bien 20 bytes comme vous le voyez ici en anglais. Et puis on a ce qu'on appelle ici le type of service. On a la longueur totale du paquet, bien des données IP. C'est égal à 320 bytes ou bien 320 octets comme vous le voyez ici. Ça c'est l'identification s'il y a fragment, mais ici c'est écrit, pour le flag c'est écrit don't fragment. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fragmentation comme vous le voyez ici. Et puis, comme je l'ai écrit, les 3 bits pour le flag, le premier bit c'est toujours égal à 0. Deuxième bit, quand c'est égal à 1, cela veut dire qu'il n'y a pas de fragmentation. Troisième bit, quand c'est égal à 0 aussi, cela veut dire que ça c'est le dernier morceau. Mais puisqu'il n'y a pas de fragment, ça c'est le dernier morceau au niveau des données. Donc c'est comme ça que vous allez comprendre les choses. Ça c'est le time to live, ça c'est égal à 128 comme vous le voyez ici. Et puis le protocole qui est utilisé c'est le protocole TCP comme vous le voyez. Et puis là ça c'est le header checksum, ça c'est l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Pour les options, il n'y a pas d'option pour ce paquet. Donc ça je l'ai fait avant, je l'ai pris avant de faire la vidéo. Et puis ça vous permet de mieux comprendre en quelque sorte la structure de l'entité IP et son fonctionnement dans la vie, dans la pratique. Donc je pense que vous le comprenez comme ça. Donc grosso modo c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais je vous demande de pratiquer avec ce protocole, l'entête IP, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas. Et puis si je veux vous dire une chose, si vous ne maîtrisez pas bien la structure de façon détaillée de l'entité IPv4, il vous sera difficile en quelque sorte quelquefois de faire des dépannages s'il y a un problème au niveau de votre réseau informatique. Donc grosso modo c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.